Attention. T'as vu le soleil, hein? Franchement, on a une belle vue. Hein. Ouais. Elle aurait dû être comme ça depuis un bon moment. Carole et Benny Amouya auraient dû récupérer les clés de leur nouvelle maison au début de l'été. Mais le constructeur, le groupe propriétaire de la marque mythique Maison Phoenix, a fait faillite le 28 juin dernier. Mon café, je l'aurais bu ici, debout sur mon îlot central. Avec la vue des champs. Ouais, avec la vue, avec la belle vue. Je suis en train de faire mon petit footing tous les matins pour perdre mon ventre, et puis après je rentre. Les enfants, on leur montrait, bah, tiens là, ici sera ta chambre, la salle de bain, la cuisine, on leur montrait tout. Donc ils étaient super contents. Et puis bah, là maintenant, on y vient vraiment rarement, parce que bah, les enfants, ils sont déçus. Elle aurait dû faire ses premiers pas dans la maison. Carole et Benny ont acheté cette maison 153 000 € à crédit. Ils se sont endettés sur 25 ans et ont déjà versé 31 000 € pour le démarrage du chantier. Tous les soirs, je réfléchis, je dors pas, je fais comment je vais faire. On essaye de faire tout pour avancer, mais là, on ne peut plus rien faire, nous, à notre stade. Comme Carole et Benny, ils sont 2000 en France à être victimes de la liquidation du mastodonte de la construction. Gérard, fonctionnaire à la retraite. Omar, plombier et père de famille. David, chaudronnier et sa femme Catherine. Ou Martial, papa solo. Pour tous, c'était le projet d'une vie. Aujourd'hui, aucun n'a la certitude de voir un jour sa maison construite, ni d'être indemnisé pour les frais déjà engagés. Pour réaliser leurs rêves, Carole et Benny se tuent à la tâche depuis des années. Le père de famille cumule 2 emplois, réserviste dans la police le matin, cariste dans un entrepôt l'après-midi. Salut. Salut. Ça a été ta journée? Ouais, ça a été. Nickel. Fatigué, mais ça a été. Parfait. Carole est vendeuse et travaille le dimanche. Je vais retirer mes chaussures. Avec les 3 100 € nets qu'ils gagnent au total, ils sont aujourd'hui obligés de payer 180 € d'intérêt de leur crédit et le loyer de ce petit appartement qu'ils ont dû trouver en urgence pour avoir un toit. Il y a mon garçon, 11 ans, le plus grand, puis la deuxième, la Chiara, bientôt 9 ans. 850 € par mois pour 65 mètres carrés à 5. Comme il n'y a que 2 chambres, le couple a installé son lit dans la salle à manger. Ça donne sur le salon. Ça donne sur le salon. D'accord, donc en fait c'était une seule pièce avant. Voilà, c'était une seule pièce. Jumelé, une seule pièce. On a mis la petite dans la chambre. On est obligé, hein, puisque justement la maison elle n'est pas encore faite, donc on fait avec. Et donc c'est pas évident quand je me lève tôt le matin pour aller au travail à 5 h du matin, donc je la réveille, je fais du bruit. Ouais. Benny, Carole et leurs enfants se sont lancés dans ce projet après les confinements. Ils ont toujours vécu en appartement. C'est un rêve, hein. J'ai toujours dit, le jour où j'aurai une maison, c'est que franchement j'ai réussi, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une maison. Et ça crée un budget. Hein. Donc surtout pour mes enfants, pour qu'ils aient une maison plus tard, le jour où je serai plus de ce monde, qu'ils aient quelque chose pour eux. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Moi, il y avait beaucoup de trucs qui me plaisaient, surtout qu'on va avoir un placard coulissant. Dans la chambre? Dans ta chambre? Oui. Pour pouvoir ranger tes affaires. T'as beaucoup d'affaires? Le 28 juin, Carole et Benny ont appris la faillite du groupe par un simple mail. Comme tous les clients, ils devraient bénéficier d'une assurance obligatoire chargée d'achever la maison et de s'assurer qu'ils ne perdent pas d'argent. Mais le couple peine à obtenir des nouvelles. C'est long. J'ai l'impression que on reçoit jamais des messages, des appels de l'assurance. J'ai l'impression que ça avance plus. Il faut les harceler pour avoir des mails. C'est long, c'est dur. Et là, vous avez une idée de combien de temps vous allez devoir rester ici encore? Vous avez au minimum? Un an? Ouais, 1 an.
Un an encore ici, parce que... On peut espérer éventuellement septembre 2023, mais pas sûr. Il y a plusieurs façons de faire construire sa maison Phoenix. Il y a ceux qui veulent que le garage soit proche du séjour. Maison Phoenix, créée en 1945, semblait pourtant insubmersible. La marque, propriété du groupe Geoxia, était devenue le symbole du rêve pavillonnaire, l'accession à la propriété des classes populaires. Chez Phoenix, tous les Français n'ont pas la même maison. Le groupe, leader français de la maison individuelle, en a construit plus de 450 000 dans toute la France. La clé de sa réussite, un procédé industriel. Préfabriquer les panneaux et charpentes métalliques en usine et assembler le tout sur le terrain. Mais l'explosion du prix des matériaux depuis l'an dernier a eu raison du groupe Geoxia et de l'ensemble de ses filiales. Une faillite qui a aussi piégé certains salariés de l'entreprise. Donc ça, c'est votre maison. Exactement. L'entrée est là. Sur la partie gauche, il y avait l'espace salon. Donc là, vous aviez l'espace entrée. Sur la droite, la suite parentale avec une chambre et une salle de bain. Et au fond, l'espace cuisine avec un cellier. Clément était commercial pour la marque. Fan du concept depuis toujours, il avait lui-même commandé une maison il y a tout juste un an. Le problème de fond, c'est qu'on n'a pas senti le truc vraiment arriver. Des petits problèmes de trésorerie ou autres, des petits retards de paiement, on en a déjà vu, c'est pas la première fois, il y a eu la crise Covid, il y a eu plein de choses. Bon, mais là, c'est vrai que de là à aller jusqu'à une liquidation complète de l'entreprise, non, j'aurais jamais imaginé ça, jamais. L'ancien commercial attend lui aussi la visite de l'assurance. Mais il vient de découvrir que cette compagnie, elle aussi filiale du groupe Geoxia, lui réclame une franchise, 5% du prix de la maison. C'est pas quelque chose qu'on a en tête, puisque quand on signe le contrat, c'est écrit nulle part. Et 5% d'une maison comme celle-ci, ça représente à peu près 12 000 €. Je me dis qu'il y a des gens qui étaient éventuellement primo-accédants, qui n'avaient pas forcément de gros budget, et qui vont se retrouver avec 5% du prix de leur maison à payer. Ça risque d'être compliqué, ouais. En l'occurrence, compliqué pour Benny. Bonjour. Oui, bonjour madame. En fait, j'ai reçu un mail de l'assurance qu'on peut avoir ensemble. Il appelle sa banquière à l'aide. Comment va-t-on faire en fait? Ce que je ne sais pas. Comment va-t-on faire? Est-ce que je fais une cagnotte litchi ou est-ce qu'on fait un crédit en réserve? Est-ce qu'on fait quelque chose comme ça? Là, moi, sur l'endettement, alors, moi, par rapport à la... Ouais, non, sur l'endettement, ça va être tendu, monsieur. Ouais, je vais pas pouvoir vous refaire de prêt. Hein. C'est ça, je suis en train de dire. Je suis en train de dire, la franchise de 6 000 € qui m'impute l'assurance, quand ils vont terminer la maison, comment je fais pour payer cette franchise-là? Si la banque veut... Ils peuvent pas vous payer. Moi, j'en ai, je suis à bout. Ouais, c'est ça. Sa conseillère lui suggère de négocier avec l'assurance. C'est ça, c'est ça. Au bout d'un moment, il va falloir aussi que eux, de leur côté, ils trouvent des arrangements. Quoi. Okay. Merci beaucoup, madame, c'est ça. Bonne journée. Au revoir. Benny n'est sans doute pas au bout de ses peines, car l'assurance ne dispose que de 23 millions € de trésorerie. Or, finir l'ensemble des chantiers devrait coûter entre 50 et 70 millions €. Selon nos informations, l'État pourrait régler une partie de l'addition. Si Benny garde toujours l'espoir de voir un jour sa maison sortir de terre, d'autres savent déjà qu'ils ne reverront jamais leur argent. Hugo, tu veux jouer avec tes voitures? La chambre de papa. Oui. Éléonore Le Bervet, employée de banque, et son mari serveur ont perdu 46 000 € et l'espoir de voir un jour leur maison agrandie. Ils rêvaient d'offrir à leur petit garçon plus d'espace. On comprend pas avec ta tétine, chaton. Une extension de 32 mètres carrés qu'ils avaient confiée sans crainte au constructeur de leur logement, Maison Phoenix. Voilà, c'était censé être là. Ici, donc on aurait dû avoir un petit peu de couloir, ouais. Ici, notre chambre, avec la petite salle de bain.
enfin petite salle d'eau, les toilettes ici et le bureau là. Dans le meilleur des mondes, ça aurait été comme ça. La maison actuelle, elle est jusqu'à là, en fait. Et tout ça, c'était ce qu'on devait avoir. Ils avaient réussi à mettre 20 000 € de côté et à en emprunter 60 000 sur 15 ans. Mais contrairement aux contrats de construction, les chantiers d'extension ou de rénovation de Maison Phénix n'étaient pas couverts par une assurance. C'est un rêve de perdu, concrètement. Parce que je pense, on ne sait pas ce qu'on va faire, en fait. On a un trou dans le jardin et voilà. Que faire avec ça? Franchement, j'aurais préféré qu'il fasse rien. Même en ayant perdu tout cet argent-là, au moins j'aurais la maison d'avant. Enfin, là, c'est pire, en fait. J'ai perdu de l'argent et c'est pire. Tu fais du toboggan, tu montes comme t'es fort? Ouais, bravo. On a dû mettre un grillage par sécurité, en fait, pour pas que notre fils puisse aller par là. C'est dangereux. En plus, il y a encore des tiges en fer, là. Enfin, c'est... Il est tout petit, donc tu tires pas dessus, mon cœur. En plus de l'extension, Éléonore avait confié au constructeur le ravalement de la façade, vieille de 20 ans, et surtout une réparation urgente sur le toit. C'est ces deux spots-là qui fuient. En fait, l'eau passe à travers les... L'eau coule par là, en fait? Ouais, elle s'infiltre dans le toit, elle traverse la laine de verre et elle passe par ces trous-là. Les trous des spots, des deux spots. Bon, la bâche, elle s'est envolée plusieurs fois, ils sont revenus plusieurs fois la rattacher. Bon, maintenant, il n'y a plus personne, donc forcément, personne la rattache, donc elle vole, donc voilà. Mais donc du coup, elle protège plus du tout le toit? Bah non, ça sert plus à rien. De toute façon, ça fait un an qu'elle est là, donc c'est quelque chose de temporaire. Je pense que là, ça tient plus. Sur son crédit, il lui reste 30 000 € qu'elle n'avait pas encore débloqués. Avec cette somme, elle va pouvoir se tourner vers un autre couvreur afin de réparer son toit. Mais pour le reste, elle et son mari ne peuvent plus emprunter. Il va falloir attendre des années. Continuer à mettre de l'argent de côté, peut-être pas partir en vacances, peut-être encore une fois, tout ça, à chaque fois je pense à mon fils parce que je me dis voilà, il y a plein de choses qu'on aurait pu faire qu'on va sûrement pas faire, je pense. En fait, je suis surtout triste pour mon fils, à vrai dire. Moi, j'ai passé l'âge d'aller jouer dans le jardin ou je sais pas, c'est plus pour lui parce que c'était pour lui en fait qu'on faisait l'extension, c'est surtout pour lui. De la tristesse, mais aussi de l'amertume. Je suis même pas sûre. Éléonore a versé le dernier acompte de 17 911 €, 7 jours avant le redressement judiciaire, alors que son chantier n'avançait déjà plus. Quand j'ai reçu cette facture-là, je me suis dit, ils sont gentils, mais ils nous demandent tout le temps de payer, mais en fait, il se passe pas grand-chose, quoi. Parce que les factures, elles se sont quand même enchaînées. À partir du moment où on a eu le permis de construire, on nous a fait que ça, de demander de l'argent, donc voilà. Et j'ai hésité, je voulais pas la payer tout de suite, je voulais attendre de savoir quand est-ce qu'ils allaient revenir. Et puis un matin, je me suis dit de toute façon, je vais la prendre, je vais la payer. Si je la paye pas, de toute façon, ils vont pas revenir, donc ça tourne en rond. Donc si je leur demande quand est-ce qu'ils vont venir, ils vont dire bah il faut que vous payiez pour revenir. Donc j'ai payé. J'aurais pas dû. Sur Facebook, Éléonore a rejoint un collectif de victimes. Tous ont versé des acomptes aux constructeurs, de l'argent volatilisé. Ça, c'est ce qui a été ressenti. La somme perdue la pour somme perdue. les personnes du groupe, on va dire. Rien que sur ce groupe, le préjudice s'élèverait à 1 200 000 €. Les victimes envisagent de porter plainte contre les dirigeants. Moi, je sais pas depuis quand ça va pas chez eux, mais je pense que depuis le début de l'année, là, 2022, ils savaient très bien que ça allait pas. Et c'est là qu'on a quasiment tout versé. Il y a eu des choses pas claires. Enfin, nous faire des appels de fonds juste avant le redressement, voire même, il y a des gens qui ont signé des contrats juste avant. Enfin, ils savaient qu'ils allaient en redressement. Pourquoi ils signent des contrats? Pourquoi ils nous demandent de l'argent? C'est malheureux qu'ils chutent, mais on n'est pas obligé d'emmener les gens avec eux, avec soi, quand on tombe, quoi. Durant les derniers mois avant la liquidation, la direction a-t-elle donné des consignes pour encaisser un maximum d'argent? Le groupe Geoxia a-t-il dissimulé une inéluctable faillite? Aucun dirigeant n'a souhaité nous répondre. Un ancien commercial en rénovation, Michael,
a lui accepté de nous raconter une gestion de crise quelque peu surprenante. Il explique avoir été convoqué 2 semaines avant le redressement judiciaire à une réunion avec tous les commerciaux de France pour accélérer les ventes. C'était en mai. Il y avait un espèce de podium, oui, avec en gros les 15 premiers. Bon, bah, c'est bien, continuer. Par contre, ceux qui étaient les 15 en dessous, il va falloir se ressaisir parce que vous n'êtes pas à la hauteur de ce que vous devriez être, quoi, en termes de chiffre d'affaires. On commençait à sentir qu'on courait beaucoup après l'argent. Il fallait des rentrées d'argent. Voilà, Après, on savait que la trésorerie allait mal. Vous posiez la question ? Paradoxalement, durant les réunions, personne... En fait, il y avait un espèce de tabou autour de ça, toujours, où personne ne voulait poser des questions parce qu'on savait qu'on allait nous dire que tout va bien, que vous inquiétez pas, on est en processus de rachat, qu'il y aura quelqu'un qui va nous racheter, voilà. Est-ce que vous en voulez à l'entreprise ? Oui, oui, je leur en veux. Parce que Et c'est ce que, après tout, on leur a reproché, moi et mes collègues, depuis le début, c'est qu'ils n'ont jamais su vraiment communiquer bien avec nous et être transparents. Donc, à un moment, il fallait peut-être anticiper, chose qui n'a pas été faite. Beaucoup de ses clients ont perdu leur acompte. Michael se rappelle de ses dernières ventes. Oui. Il était alors conscient des difficultés de l'entreprise. Je répète ce qu'on me dit. Que tout va bien, qu'on est en processus de rachat. C'est je vends en mentant aux clients. Et aujourd'hui, est-ce que vous vous en voulez ? Non, je m'en veux pas. Après tout, c'est pas de ma faute, c'est de leur faute à eux. C'est eux qui auraient dû nous dire d'arrêter de vendre avant. Pour faire un maximum de chiffres, certains employés auraient même outrepassé les directives de leur hiérarchie. À quelques semaines du redressement judiciaire, sur les conseils de son commercial, Marie-Thérèse Andoula a versé l'intégralité du montant de ses travaux avant le démarrage du chantier. Une somme aujourd'hui perdue. Et voilà, 15 963 €, le 8 mars. J'ai même du mal à le dire tellement que... Cet argent devait permettre de refaire toutes les fenêtres et volets de sa maison. Son mari, décédé il y a 1 an, lui avait fait promettre sur son lit de mort d'engager ses travaux. Le couple s'était fait cambrioler quelques années auparavant. Il voulait impérativement que je sois en sécurité et tout. Il voulait vraiment des nouvelles fenêtres en PVC. Il voulait que je mette des volets qui ferment tout seul la nuit. Vraiment me sécuriser dans la maison. Voilà. Comme on habite un petit village et c'est assez isolé. Marie-Thérèse a travaillé 20 ans comme assistante maternelle. Son mari était chef d'équipe dans le BTP. Alors là, c'est mon mari. Là, c'est moi. Il était malade. Le couple, qui a élevé 3 enfants, gagnait 2 600 €. C'est notre famille. Son mari avait réussi à économiser pendant des années pour lui léguer de quoi refaire les volets. 6 mois après le décès de son époux, Marie-Thérèse convoque le commercial. Une fois le devis établi, celui-ci invoque les fluctuations des prix des matériaux et lui suggère de payer la totalité. Une pratique qui n'est pas illégale, bien que considérée comme abusive. Le contrat prévoit bien de ne verser à ce stade qu'un acompte de 30%. Quand pour moi il a dit que ça augmentait, j'ai dit je payais le prix total. Voilà. Et il vous a expliqué quoi sur les augmentations de coûts? Qu'est-ce qu'il vous a dit en fait? Il vous a expliqué que si j'attendais, par exemple si j'aurais dit bah non, je mets en attente et puis j'attends encore un petit peu, peut-être 2-3 mois, ça allait augmenter les coûts. Donc vous vous avez dit il faut que je paye au plus vite? Il faut que je paye au plus vite. Puisque moi j'avais ce total à pas dépasser. Et cet argent-là, pour moi, c'est la vie de mon mari. C'est les économies d'une vie. Et ça passe pas. Ça passe pas. Et là, je me bats encore. Je travaille, je mets de côté. On mange moins, on met de côté, je mets de côté pour impérativement... il se fera, il se fera avec mon argent, mais il se fera. Voilà, je le ferai. Pour mon mari, je le ferai. Selon nos estimations, 5 millions d'euros d'acomptes versés par des particuliers auraient été engloutis à jamais par la faillite du groupe. Pour regagner ces 16 000 euros,
Marie-Thérèse travaille aujourd'hui 40 heures par semaine dans une maison de retraite. Et Léonore, qui a perdu 46 000 €, compte sur la générosité de ses amis. Elle a créé une cagnotte pour financer l'extension de sa maison. Carole et Benny attendent toujours que l'assurance relance leur chantier, en espérant que celle-ci ne fasse pas aussi faillite d'ici là. Nous, c'est celle-ci. Tout a été laissé comme ça. Il y a le tour de la baie vitrée qui est dedans, mais là, il y a une petite salle de bain, une chambre. Là, c'est l'escalier pour descendre aux chambres du bas. Élodie Latour et son fils Lilian, 18 ans, auraient dû emménager dans leur nouvelle maison il y a 4 mois. Mais le constructeur a laissé le chantier à l'abandon, après avoir fait faillite. La terrasse sur des petits pilotis, comme ça mettait un petit côté en plus, enfin, vacances. J'aurais dit, on pourrait mettre un jacuzzi, un petit salon de jardin. Bon, Jouer au foot avec les 2 petits frères, mettre un petit but. On avait une petite terrasse avec normalement une verrière, un peu. Qu'en plus, on pouvait être surveillé depuis la terrasse. Mais, ouais. Pour s'offrir cette maison de 111 mètres carrés, Élodie a déboursé 276 500 €. Elle s'est endettée sur 20 ans. C'est un peu tout qui s'écroule et après, du coup, ça n'a plus la même saveur. Aujourd'hui, si je pouvais juste récupérer ce que j'ai investi et puis terminer, j'entends plus parler de cette maison, ça m'irait très bien. Comme Élodie, ils sont plus d'une centaine à être victimes de la liquidation judiciaire de l'un des plus gros promoteurs immobiliers du Grand Ouest, le groupe Carré Neuf. Après son divorce, il y a 4 ans, Élodie rêvait d'offrir un nouveau cocon familial à ses 4 enfants. En attendant d'emménager, cette conseillère en assurance a loué cette maison à côté d'Angers. T'as soif ? 80 mètres carrés à 840 € par mois. 3 chambres pour 5 personnes. Donc là, on est dans ma chambre, ou plutôt notre chambre, que je partage avec ma fille, qui a 20 ans. Il y a moins d'intimité qu'on pourrait en avoir. C'était censé être temporaire. Et là, avec aucune perspective par rapport à l'autre maison, sur la reprise des travaux, sous quelle forme, comment, enfin... C'est vrai qu'on est dans un tel flou que... oui, ça devient peut-être un peu agaçant quand même. Élodie n'a pas été informée par le promoteur immobilier de sa faillite en mars dernier. Elle la découvre grâce au SMS d'un ami. C'est qui ton constructeur ? Carré Neuf, pourquoi ? Ne me dis pas qu'ils sont en liquidation judiciaire ou truc comme ça. Je te le dis pas, mais il y a quelque chose à surveiller apparemment. C'est un bout d'article seulement. Désolé du mauvais réveil. Une centaine de chantiers menacés. Et l'emplacement vélo, c'est le cabanon. Oui. Comme tous les clients, Élodie bénéficie d'une assurance qui doit prendre en charge la fin de la construction de sa maison. C'est bien ça, la fenêtre qu'on a vue ce matin, c'est les toilettes. Mais elle peine à obtenir des réponses. Vous savez pas dans combien de temps vous allez devoir rester dans cette maison ? Alors, j'ai aucune idée des délais. J'essaye de mettre une marge longue pour pas être déçue, pour pas... Donc je me dis, bon, encore 1 an. Je me dis peut-être que voilà, c'est un projet qui prendra peut-être 1 an de retard vraiment. Carré Neuf, c'est au départ la success story d'un jeune angevin, Michael Juret, qui à 26 ans se lance dans la promotion immobilière. Son groupe fait sortir de terre des milliers de maisons individuelles dans tout le Grand Ouest. L'homme d'affaires devient une figure incontournable d'Angers, président de son club de hockey. Mais l'année dernière, après 22 ans d'existence, Carré Neuf subit de plein fouet la crise du marché de la construction. Hausse du prix des matériaux, remontée rapide des taux d'intérêt. Ses ventes chutent de 40%. En mars dernier, Michael Juret informe une partie de ses salariés des difficultés de l'entreprise. L'un d'eux a enregistré cette réunion.
Bon, rapidement, la boîte nécessite 2,5 millions pour vivre tous les mois, ce qui n'a jamais posé de problème jusqu'au mois de novembre. Quand on fait le point fin février, il y a seulement 1 million de rentrées et on a pris la décision de déclarer que c'est la cessation de paiement de l'entreprise Carré Neuf. Là, on va vous demander de poser les ordi, poser les portables, partir de l'agence. Ce soir, Maintenant, quand on aura fini notre discussion. C'est-à-dire demain, on ne vient pas travailler. Ça veut dire que demain, vous n'allez pas travailler. Une faillite soudaine qui prend tout le monde de court. Les salariés et bien sûr les clients. Le garage, porte d'entrée, et puis salle de bain, la suite parentale au rez-de-chaussée. Christophe Asséna est ingénieur. Il avait toute confiance en Carré Neuf. Il réalisait les études de sol pour le groupe. Quand il a voulu faire construire avec son épouse, il s'est tourné naturellement vers ce promoteur. J'ai eu l'occasion de travailler dans le lotissement, notamment pour mes voisins, et puis des maisons un petit peu plus loin. Et on se dit que c'est solide, en fait. Grâce à son assurance, le chantier va reprendre. Mais mauvaise nouvelle, Christophe devra s'acquitter d'une franchise. 5% du prix de sa maison. Un peu plus de 10 000 €. Alors après, c'est vrai que c'est dans le contrat. Mais le problème, c'est que c'est pas vraiment expliqué au moment où on signe le contrat de la maison. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment les plans de la maison, comment ce sera l'intérieur, voilà. Pour les assurances, le coût total pour terminer tous les chantiers de Carré Neuf s'élèverait à plusieurs dizaines de millions d'euros. Si Christophe devrait bientôt avoir sa maison. D'autres ont tout perdu. Dans la station balnéaire de Talmont-Saint-Hilaire en Vendée, Lakena, ouvrière dans l'agroalimentaire, et Jean-François, commercial, savent qu'ils ne reverront jamais l'acompte de 31 500 € investis pour agrandir leur maison. Voilà. Leur projet, installer dans leur jardin une dépendance de 30 mètres carrés qu'ils avaient prévu de mettre en location, 1 000 € la semaine pendant l'été. Donc ça venait à peu près jusque-là. Jusqu'à là. Et ça allait jusqu'au fond. Donc là, vous aviez la baie vitrée. Voilà, un petit peu plus loin, la chambre. Là, je serais dans le salon avec la petite cuisine, tout. Là, la salle de bain. Le projet était de faire une jolie terrasse en bois avec une petite plancha. On peut voir que c'était quelque chose de très joli, bien fini. On avait le choix des matières, du sol. C'était vraiment un beau produit. Contrairement aux constructions, les extensions ou préfabriqués de Carré Neuf n'étaient pas couverts par une assurance. Du mal, c'est pas facile. Un projet à 63 000 €, financé pour moitié grâce à un emprunt. Le reste par les économies de toute une vie. C'est un rêve qui s'en va. Voilà. Lakena et Jean-François se sentent trahis, car Carré Neuf a encaissé leur argent, mais surtout a déposé leur permis de construire le 10 mars, le jour même où ses dirigeants demandaient la liquidation du groupe au tribunal de commerce. Si moi j'étais à sa place, on peut dire comme ça, j'aurais quand même du scrupule. Je sais que mon activité va cesser à une date bien précise, je suis informé de tout et je continue de prendre de signer des contrats. Donc jamais il aurait dû encaisser ce chèque. Là, on peut vraiment dire qu'il a volé notre argent, quoi. Le couple a porté plainte pour escroquerie et abus de confiance. Le promoteur immobilier a-t-il continué à encaisser de l'argent auprès de ses clients, sachant la faillite de son entreprise inéluctable? Plusieurs salariés en sont convaincus. Parmi eux, Bertrand. Il est conducteur de travaux depuis plusieurs années chez le promoteur. Dès qu'une étape du chantier est terminée, c'est lui qui donne le feu vert pour réclamer les paiements aux clients, ce qu'on appelle des appels de fonds. À partir de décembre, on nous dit clairement qu'il y a des problèmes de trésorerie. Et on nous a demandé d'essayer de faire le maximum pour que les clients payent. Il y avait la moitié de la toiture de fait. Et on nous demandait de valider avec le client pour pouvoir avoir l'appel de fonds. Et un appel de fonds de fin de couverture, c'est combien? Ça peut aller jusqu'à 40 000, ouais. Elle vous dit quoi, la direction, pour essayer de convaincre vos clients de payer? Ah bah Bertrand, tu as un super bon feeling avec tes clients, tu
Tu les appelles, tu leur expliques que la couverture n'est pas terminée, mais que s'ils payent l'appel de fonds, leur construction pourra être plus rapide. Moi, j'appelle ça arnaquer les clients. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot. C'est vérifiable, une maison. Appel de fonds, couverture, il y a 10 ardoises. Ça se voit. Bertrand, comme la plupart de ses collègues, refuse de basculer dans l'illégalité en réclamant de l'argent pour des travaux non terminés. La direction se serait alors passée de leur accord et aurait relancé elle-même les clients. Là, de 55 300 €. C'est ce qui est arrivé à Élodie. Elle a payé au final 90% de sa maison, sans se poser de questions. Moi, j'ai confiance. Moi, j'ai acheté une maison qui, voilà, qui est censée se construire, qui a pris un peu de retard par rapport à ce qui était prévu. Mais à aucun moment, je me dis c'est bizarre ou non. C'est dans la procédure qu'on m'a expliqué qu'au fur et à mesure, on m'appellerait les fonds à différents stades d'avancée de ma maison. Et donc on ne se pose pas la question. Donc je reçois, je paye. Pourquoi vous n'allez pas sur le chantier voir? Le notaire m'a dit que je n'avais pas à aller justement sur le chantier, que je n'avais pas à suivre la construction, que voilà, tout était prévu. Et donc, quand je reçois le message comme quoi il y a liquidation judiciaire, enfin qu'en tout cas ça sent pas très bon, je vais sur mon chantier et là je m'aperçois que je n'ai pas de porte, j'ai pas de fenêtre. Et là je me dis je me suis fait avoir. Parce qu'au final, on a quasiment payé toute la maison alors qu'on a 4 murs et un toit. Mais rien de plus. Donc ça fait beaucoup. D'autres clients, eux, vont trouver suspectes ces demandes de paiement rapprochées, mais vont quand même finir par passer à la caisse. Léo Morcel et son épouse devraient être dans leur nouvelle maison depuis plusieurs mois. C'est super dur psychologiquement. On avait commencé à faire les cartons, etc. Bon, finalement, les cartons, ils sont prêts, hein, la plupart. On attend juste d'avoir la maison maintenant. Eux aussi ont reçu 2 appels de fonds coup sur coup. Mais Léo, lui, passe devant son chantier chaque soir en rentrant du collège, où il est professeur d'anglais. Je reçois l'appel de fonds numéro 7, qui correspond à la plâtrerie. Et donc moi, là, je me dis, ouais, la plâtrerie, d'accord, sauf que moi, il me reste une rangée de tuiles à poser. A priori, on ne peut pas poser le plâtre tant que le toit n'est pas terminé. Et donc là, à Carré Neuf, je les appelle. Et puis là, comme d'habitude, très rassurant, en disant que oui, mais vous comprenez, c'est que nous, il faut qu'on se dépêche aussi. On commence à être un peu short dans les délais. Si vous voulez que ça enchaîne sur le chantier, il faut procéder à l'appel de fonds. Donc moi, je me dis, ouais, mais si je les paye pas, qu'est-ce qui va se passer? On va encore être retardé sur le chantier, sachant qu'on avait déjà des mois et des mois de retard. Léo se résout donc à payer. Mais problème, il a déjà versé 25 500 € quelques jours plus tôt à Carré Neuf. Son plafond de virement est dépassé. Alors, je peux vous montrer. L'entreprise lui réclame alors un chèque, sur le champ. 12 760. Il voulait que je paye. Et il voulait pas attendre, surtout. Il voulait que je paye le plus rapidement possible. Et donc, c'est là qu'ils m'ont dit, on peut passer chez vous, à votre porte, à votre domicile, avant que vous embauchiez. Et donc, il y en a un employé de Carré Neuf, qui était pas patron, mais responsable, qui s'est pointé chez moi un mardi matin à 8h30 pour que je lui fasse le chèque. Et donc, effectivement, hyper ponctuel, en costard, etc. Moi, j'avais prévu le chèque la veille, donc tout était prêt. Bonjour monsieur, oui, c'est Carré Neuf, etc. On vient récupérer le chèque, je sors le chèque, je le donne, bonne journée. Ça a été hyper expéditif, en 5 minutes, c'était fait. Pourquoi ils sont venus récupérer ces chèques? Vous pensez pas que c'était pour faire avancer votre chantier? Ah non, finalement, je suis à peu près sûr que c'était pas pour faire avancer mon chantier. Il est jamais venu finir le toit, le couvreur. Et je pense que s'il s'est arrêté en cours de route, c'est parce que même lui, il n'avait pas été payé. Mais où est passé l'argent de Léo et des autres clients de Carré Neuf? Bertrand Salquin, avocat, a regroupé une 40aine de plaintes contre le promoteur. Là, c'est vrai qu'on en a des piles et des piles, quoi. Selon lui, entre 3 et 5 millions d'euros auraient été encaissés de manière abusive. On a
cette impression que l'argent des derniers arrivants servait à payer les dettes de programme des années précédentes, qui étaient terminées, et dont l'argent avait été employé eux aussi à d'autres fins, et d'où cette chaîne de Ponzi, ce qu'on appelle une chaîne de Ponzi, où en fait les derniers arrivants, croyant payer eux une maison auprès d'une société sérieuse, sont en fait en train d'éponger des créances qui concernent tout autre chose que leur maison. Ça c'est illégal, c'est ce que reconnaît la chambre criminelle, c'est à ce moment-là une escroquerie. La loi est assez claire là-dessus. Lorsque vous remettez une somme d'argent pour votre maison, le promoteur doit l'employer pour construire votre maison, et non pas pour combler, par exemple, des dettes antérieures. Nous avons voulu interroger Michael Juret, le directeur de Carré Neuf, mais il a refusé nos demandes d'interview. Sa seule réponse, se communiquer par email. Depuis plusieurs mois, le secteur de la promotion immobilière et de la construction fait face à une crise sans précédent. Toutefois, au moment le plus critique, nous avons été confrontés à un événement interne inattendu. Plusieurs de nos salariés ont détourné de la clientèle, pour une somme se chiffrant en millions d'euros, annihilant ainsi tous les efforts que nous avions déployés pour surmonter cette crise. Nous avons transmis toutes les preuves au procureur de la République. Le procureur d'Angers n'a pas souhaité confirmer si une information judiciaire avait été ouverte. Je te laisse poser ces là du coup. En attendant, certains anciens chantiers de Carré Neuf ont pu reprendre. Mon ami Mika. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bien vous? Mais pour Anthony Fritz, le nouveau constructeur mandaté par l'assurance, la tâche s'annonce compliquée. On va avoir différentes problématiques à finir de regérer. D'accord. C'est-à-dire que je vais être obligé de vous refaire les plans. Jean-Charles aurait dû emménager il y a 9 mois. Il découvre aujourd'hui que son chantier regorge de malfaçons. Normalement, j'ai une différence de 23 cm. Aujourd'hui, en fait, j'ai pas une marge de 23 cm, mais j'ai une marge de 45 cm. Là, on est sur une ligne complète de parpaing en trop. Donc en fait, au lieu d'avoir une marche, on va être obligé de faire comme un petit escalier. Parce que là, en fait, toute la maison est trop basse par rapport au garage. C'est ça, ouais. Elle est plus bas que le garage, quoi. Maison trop basse, infiltration et mur monté à la va-vite. Le mur, on voit qu'il est un peu comme ça, on voit qu'il est un petit peu comme ça, et qu'en fait, ça va impliquer des problèmes en fait, à l'intérieur sur le plaquiste. L'assurance va prendre entièrement en charge le surcoût des malfaçons de la maison. Sur un budget de 175 000, on a augmenté de 42 000, quoi. Vous auriez pu les rajouter? Non. Bah non, il aurait fallu que je demande à la banque un crédit en plus, quoi. Et elle aurait dit quoi, la banque, vous pensez? Bah, je sais pas. Parce que je fais seul, j'ai que mon salaire à moi avec ma femme, donc voilà. Je pense pas que ce serait passé. Jean-Charles prévoit d'emménager dans sa nouvelle maison avec son épouse et ses 2 enfants, juste après les fêtes de Noël.